Jazargo est le podcast des étudiants en ergothérapie à l'Université de Montréal. Nous allons discuter avec des cliniciens, des chercheurs, des étudiants et des patients pour découvrir comment l'ergothérapie peut faire une différence dans la vie des gens. Merci. Nous sommes aujourd'hui avec Martine Desormeaux-Lefebvre et Winnie Daniel, deux ergothérapeutes qui travaillent en santé mentale. Martine, tu travailles en ce moment en clinique privée exclusivement dédiée à la santé mentale et tu es monitrice dans les cours de l'Université de Montréal. Winnie, tu travailles en ce moment dans une communauté de pratiques privées qui offre des soins de santé mentale à une clientèle qui s'identifie comme faisant partie des minorités culturelles à Montréal. Et tu es également professeure adjointe clinique depuis 2 ans à l'Université de Montréal. Donc, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Pourriez-vous commencer par nous parler un peu plus de votre parcours et qu'est-ce qui vous a emmené à choisir de travailler en santé mentale? Alors, vous pouvez commencer. Je vais commencer. Oui. Je suis ergothérapeute depuis, c'est ma 17e année de pratique en ergothérapie. J'ai gradué de l'Université McGill en 2007. Puis, j'ai toujours pratiqué en santé mentale depuis le début de ma pratique, mais avec différentes clientèles. J'ai commencé ma pratique à l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Anciennement, c'était l'hôpital Louis H. Lafontaine quand j'ai été engagée à cet endroit-là. J'ai travaillé avec beaucoup de clientèle à l'Institut. Ça a été autant en hospitalisation, clinique externe, suivi dans la communauté. Ça a été troubles psychotiques, troubles anxieux de l'humeur, des troubles du spectre de l'autisme, troubles d'abus de substances. Fait que ça a été quand même beaucoup de clientèle diversifiée, troubles de personnalité également. Et depuis 2016, j'ai fait un saut à la pratique privée. J'ai d'abord fait la pratique autonome à la clinique TDAH de Montréal quelques mois. Par la suite, j'ai fondé ma clinique. J'ai cofondé avec mon associé actuel, donc une clinique qui est une clinique d'ergothérapie exclusivement dédiée à la santé mentale. Puis, encore là, c'est des clientèles diversifiées uniquement au niveau de la santé mentale. Super intéressant. Merci. Et à toi? Moi, ça va aller plus vite. J'ai gradué de l'Université de Montréal en 2016 et j'ai pas mal été à la même clinique en hôpital en santé mentale. Puis, je suis en 2e ligne de clinique externe, surtout avec des personnes qui présentent un trouble de personnalité puis qui peuvent avoir des enjeux concomitants de troubles d'usage de substances. J'ai touché très, très brièvement aussi à la clientèle psychotique. Puis, depuis très récemment, je me fais courtiser par des cliniques privées. Donc, je m'essaie un peu la main avec des clientèles diversifiées qui sont surtout référées pour des retours au travail après des périodes d'arrêt, puis avec des enjeux liés à l'anxiété ou à la dépression principalement. Donc, des parcours très variés avec plein de belles clientèles. Donc, on va commencer peut-être par une question très, très vague, mais juste pour nous mettre un peu dans le bain. Pour vous, c'est quoi la santé mentale? Bien, je vais peut-être m'appuyer sur la définition de l'Organisation mondiale de la santé qui parle d'un épanouissement. Pour moi, la santé mentale, autant que la santé physique, c'est cet espace où on est épanoui, peu importe les limites, les difficultés qu'on a. Donc, qu'on présente de la difficulté à gérer nos émotions, que nos pensées sont envahissantes, qu'on ne sache pas comment les gérer, qu'on ait des difficultés à s'organiser dans le quotidien, être en bonne santé mentale, pour moi, c'est de trouver des moyens où on est satisfait, où on est épanoui dans notre capacité à fonctionner avec les défis qu'on a, qu'ils soient plus ou moins présents dans notre quotidien. Donc, pour moi, la santé, c'est ça. C'est une très belle définition. Ce que je dirais aussi, c'est que c'est le bien-être qui découle un peu de l'adéquation entre ce qui est important pour nous, ce qu'on aime et les activités qu'on réalise justement dans notre quotidien finalement. Puis comment vous intégrez un peu cette définition-là à travers votre pratique? Comment vous mettez tout ça ensemble? Bien, c'est certain que
comme la définition le dit, pour avoir justement des activités significatives, on a besoin, autant que la santé mentale est importante pour avoir des activités significatives et pour pouvoir les actualiser, mais en même temps, le fait d'en avoir, ça peut améliorer justement notre santé mentale. Fait qu'en ergothérapie, c'est beaucoup centré là-dessus, justement, sur l'activité, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que la personne puisse reprendre des activités significatives ou en trouver s'il n'y en a pas d'intégré déjà, dans le but d'avoir un bon état mental ou une santé mentale là, qui va bien. Est-ce que vous avez peut-être des exemples à donner, si jamais vous pouvez en donner, que vous avez vu avec des patients qui vous ont marqué? Mais peut-être que j'irai un peu plus approfondi dans cette définition qui passe par les activités où je vois le rôle de l'ergothérapeute. Toutes les personnes à qui on demande qui elles sont vont probablement nous répondre leur métier ou leur implication professionnelle principale. Donc, quand quelqu'un arrive dans mon bureau, puis je dis « Vous êtes qui? » Puis qu'elle me dit « Ben, je suis étudiante, je suis travailleuse, je suis secrétaire, je suis médecin. » Ben, on va passer par là. Je vais souvent leur demander pourquoi vous faites cette activité-là. Puis, quand la personne en est satisfaite, toute la définition qu'on va donner au bonheur, ce qui va faire allumer la petite lumière derrière ses yeux, c'est qu'elle est capable de faire ces choses d'une manière qui est satisfaisante pour elle ou qu'elle est en recherche de ce qui va la rendre bien. Donc, je vais souvent poser la question de qu'est-ce que vous faites qui vous rend bien? La dernière fois que vous vous sentiez vraiment heureux, vous étiez en train de faire quoi? Puis c'est souvent une question que je vais utiliser en pratique pour aller chercher les activités qui sont signifiantes pour la personne parce que son épanouissement, son bien-être va passer par à quel point elle se sent bien de faire ces activités qui sont importantes. Oui, c'est un exemple super concret. Oui, c'est un super exemple. Oui. Un autre exemple plus clinique, sans nommer bien sûr là, de nom, ce serait, j'ai en tête des personnes justement qui, lors de la prise en charge, vivaient de la grande détresse, bien sûr, donc leur santé mentale était très sous-optimale. Parfois, c'était chronique, c'était de longue date, puis ça amenait parfois même des idées suicidaires, puis un grand désespoir. Et au terme d'un parcours en ergothérapie aussi, des fois en équipe, j'ai accompagné des personnes justement à ce qu'ils retrouvent un sens à leur vie en actualisant justement des occupations qui étaient importantes pour eux, en développant plein de capacités, en retrouvant des capacités qui avaient été perdues là, parce que ça allait moins bien. Et ça amenait justement la sensation d'être plus épanoui nécessairement, puis ça amenait des belles améliorations au niveau de la santé mentale. Ben c'est super beau la manière dont vous l'avez décrit, mais comme on le sait, déjà l'ergothérapie n'est pas le métier le plus connu sur la planète, encore moins, je trouve, en santé mentale. Donc, est-ce que vous pourriez un peu nous expliquer dans quel milieu un peu l'ergothérapeute en santé mentale exerce et vous donner peut-être des exemples de ce qu'il fait dans son quotidien? Bien, commençons par le milieu actuel que j'ai. Ça peut être en clinique privée. Donc, il y a beaucoup de cliniques privées qui ont des ergothérapeutes avec un volet santé mentale où ça va être beaucoup axé souvent dans la reprise d'activités socio-professionnelles, généralement, des personnes qui sont en arrêt de travail, qui ont de la difficulté là, peut-être à se mobiliser au quotidien ou qui doivent préparer le retour au travail, aborder les obstacles au retour au travail. Donc, ça peut être un milieu de pratique, ça peut être en centre hospitalier avec les unités d'hospitalisation. Souvent, il y a des cliniques externes également. Un volet important qui a pris beaucoup d'ampleur dans les dernières années, c'est le suivi dans la communauté aussi. Des ergothérapeutes qui font partie d'équipes qui se rendent soit dans la communauté ou au domicile des personnes pour les aider dans leur quotidien, les aider encore à reprendre des activités importantes pour eux, développer leur capacité, leur autonomie. Un hôpital de jour aussi. Oui. Il y en a moins qu'il y en avait, mais ça existe encore dans certains milieux. Et moi, je pense peut-être à des pratiques qui sont émergentes en ergothérapie. J'ai quelques collègues qui sont employés par des départements de ressources humaines de diverses institutions. Des fois, on a parlé de l'institution en santé mentale, où le rôle de l'ergothérapeute, c'est de faire un peu de la rétention
à l'emploi des employés, donc de dire est-ce que ça va bien, puis qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme stratégie pour que le travail demeure épanouissement, qui soutienne la santé mentale. Ou quand il y a un arrêt de travail, bien, c'est l'ergothérapeute de l'employeur qui a le rôle d'accompagner cette personne à reprendre son travail, à négocier avec son employeur pour reprendre l'emploi. Il y a certaines occupations aussi plus stigmatisées ou qui n'étaient pas nécessairement considérées comme des occupations avant, qu'on intègre de plus en plus dans les discussions, puis qu'il y a des pratiques qui se développent, comme l'ergothérapeute qui va accompagner quelqu'un avec un trouble d'usage de substances. Donc, on sort un peu de vous consommez ou vous ne consommez pas, mais d'avoir quelqu'un qui accompagne dans comment est-ce qu'on peut le faire de manière sécuritaire, comment est-ce qu'on peut le faire de manière à ce que le reste de la vie reste équilibré, les routines, les habitudes de vie soient prises soient faites de manière fonctionnelle, satisfaisante pour la personne. Puis moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est tout l'aspect de la promotion, la prévention autour de l'intelligence émotionnelle. Moi, ça me passionne. J'en parle de plus en plus. Le fait que j'ai expérimenter une pratique auprès de personnes qui avaient de la difficulté à gérer les émotions. Quand on parle de troubles de personnalité, c'est un des enjeux majeurs, mais de sortir d'une perspective curative où, quand la personne a de la difficulté de la gestion des émotions, c'est là qu'on prend en charge, mais qu'on aille en amont, qu'on fasse de l'enseignement sur c'est quoi les émotions, comment on gère bien les émotions, comment ils impactent notre manière de faire nos activités. Donc, ça, c'est une pratique aussi qui se fait de plus en plus dans les écoles et à peu près dans tous les milieux, mais qui peut être une pratique communautaire aussi. Oui. Il y a aussi, en santé mentale, un peu dans la même optique que promotion de la santé puis prévention, un élément que moi, j'ai intégré dans ma pratique depuis que j'ai fait ça au privé en 2016, ça a été justement au niveau de l'organisation des occupations, l'équilibre de vie, l'équilibre occupationnel en prévention. Donc, on rencontre des personnes qui n'ont pas nécessairement un diagnostic établi en santé mentale, mais plutôt qui vont vivre des symptômes, qui vont avoir des défis qu'ils vont rencontrer et on va les accompagner. Par exemple, j'ai tout un volet où on travaille avec des professionnels de la santé et des médecins pour essayer d'améliorer justement l'organisation de l'occupation qui est à être un professionnel de la santé puis être médecin, dans le but justement de prévenir des épuisements puis d'essayer de mettre en place des stratégies pour avoir un meilleur équilibre malgré un rôle qui est quand même exigeant, là. OK. Ça fait quand même plein d'endroits. Il y a tellement de questions qui me sont venues. Je vais essayer de revenir un peu sur ce que j'avais en tête. On a parlé au début de l'ergothérapeute en communauté. Est-ce que c'est seulement pour, par exemple, les personnes qui ont on va dire, des troubles plus graves, ou vous pouvez aussi en communauté pour des troubles, disons, plus légers, ou c'est vraiment réservé pour, par exemple, les gens qui ont beaucoup plus de difficultés en communauté? C'est sûr qu'à la base, les équipes, entre autres les équipes de suivi intensif, ont été bâties pour les personnes qui avaient un trouble sévère. Donc, souvent, c'est un trouble psychotique qui va être là, dans les critères d'admissibilité pour ces programmes-là ou ces équipes-là. Avec le temps, il y a eu aussi des intervenants ergo qui se sont retrouvés et d'autres intervenants là, dans les suivis d'intensité variable où là, on va avoir là, des fois au niveau des troubles anxieux et de l'humeur qui ne sont pas nécessairement toujours chroniques là, dans certains cas. Donc, ça peut être des enjeux plus ponctuels, transitoires, mais généralement, pour avoir accès à un suivi dans la communauté, il faut quand même une rupture là, un peu plus importante du fonctionnement de la personne, c'est-à-dire que c'est vraiment plus difficile d'accomplir les activités, même des fois de base là, du quotidien. Mm-hmm. Je sais que, là, j'ai encore parlé de pratiques émergentes. Dans les GMF, il y a des mouvements qui sont en train de se faire pour avoir de plus en plus d'ergothérapeutes qui sont impliqués dans les GMF. Puis, ça va nécessairement venir avec le fait qu'il y a des ergothérapeutes dont la pratique est en santé mentale qui vont s'impliquer. Donc, il va être un peu plus rapproché du milieu communautaire, mais ça reste émergent parce que quand on parle de communautaire, il y a effectivement tout le suivi qui est déjà établi auprès des personnes qui présentent un trouble mental grave. Mais communauté veut aussi dire prévention, promotion de la santé. Donc, on est en train d'ouvrir les portes là-dessus. Puis, en parlant de pratiques émergentes, vous avez parlé de GMF, mais on voit aussi certains ergothérapeutes à l'urgence. Oui. Comment est-ce que vous voyez cette pratique en santé mentale?
C'est pertinent. Moi, je pense que si le monde était fait d'ergothérapeutes, on irait mieux. Dans le sens qu'on a cette capacité à voir la personne dans son ensemble, apporter un regard holistique sur elle et de tout de suite penser à ce qu'elle fait, comment elle le fait, comment ça affecte son bien-être, comment ça affecte son fonctionnement. Donc, c'est sûr que d'avoir un ergothérapeute déjà dans le premier accès à l'hospitalisation, donc aux urgences, ça peut aider au triage, ça peut aider à avoir une idée du fonctionnement de la personne dans la communauté, savoir pour aider à orienter le congé, puis des fois de préparer aussi. Moi, pour avoir fait des évaluations à l'urgence où la personne elle a son congé le lendemain ou cet après-midi, je me dis, si je l'avais vue à l'urgence puis je savais qu'elle aurait été hospitalisée 1-2 semaines, j'aurais peut-être fait des points de contact pour qu'elle soit mieux accueillie en communauté une fois qu'elle ait reçu son congé. Donc, je pense que ça peut être ça peut informer notre évaluation de la personne, puis ça peut contribuer à la manière qu'elle va recevoir des soins à l'urgence, en hospitalisation, puis comment son congé est préparé pour un retour à la communauté. Donc, je pense qu'on a un rôle pas mal crucial à jouer aux urgences, qui n'est pas nécessairement de l'intervention d'emblée, mais beaucoup d'évaluation, puis de consultation avec les autres professionnels. Notre vision en ergo, c'est beaucoup, c'est quoi, on n'est pas juste dans c'est quoi les symptômes de la personne, c'est quoi les symptômes qui ont un impact sur le fonctionnement de la personne. Puis ça peut donner des informations vraiment intéressantes sur les éléments qui ont mené peut-être à la visite à l'urgence, mais aussi sur l'après-visite urgence. Particulièrement en santé mentale, c'est souvent quelque chose qui est plus difficile, l'après-visite urgence. J'ai eu beaucoup de clients dans ma carrière qui ont consulté à l'urgence parce qu'ils étaient en grande détresse. Et c'était pas rare qu'ils quittaient avant d'avoir pu voir un professionnel parce que la façon dont c'est structuré, surtout dans les urgences générales, moins dans les urgences comme à l'Institut universitaire en santé mentale, mais dans les urgences d'un hôpital général, en grande majorité, les psychiatres ne seront pas toujours sur place puis ne seront pas toujours disponibles quand la personne se présente. Et l'urgence est structurée pour accueillir les personnes dont la vie est en danger dans l'immédiat. En santé mentale, la vie peut être en danger quand on a des idées suicidaires. Ça peut être dans l'immédiat, mais c'est moins concret qu'une personne qui va arriver avec, par exemple, un arrêt cardiaque, là. Donc, ça va faire en sorte que des fois, ils vont devoir patienter à l'urgence, puis ils ne seront peut-être pas pris en charge tout de suite. J'ai eu beaucoup de clients qui ont quitté avant d'être pris en charge. Donc, si peut-être il y avait la présence ou la possibilité d'avoir accès à un ergothérapeute en santé mentale, peut-être qu'il y aurait ce lien-là qui pourrait se faire là, dans des situations comme ça. Tu as amené un point super intéressant qui est le fait qu'en santé mentale, c'est des choses qu'on ne voit pas. Donc, qu'est-ce que ça a comme impact, par exemple, sur vos clients de manière générale? Parce qu'on parle beaucoup d'occupation, souvent, par exemple, un retour au travail, quoi que ce soit. C'est quoi cet impact-là, le fait que eux, leur problème, il est invisible? Qu'est-ce que ça donne comme défi à votre pratique? Mais moi, je pense qu'il y a toute une proportion de personnes qui ont besoin d'aide qu'on ne voit pas, justement, parce que, ils n'ont pas une compréhension qu'il y a un professionnel qui va les aider avec cet enjeu spécifiquement. C'est connaître ce que c'est l'ergothérapie, c'est aussi émergent dans notre société. Mais aussi, même quand ils reconnaissent le besoin, moi, je pense qu'il y a certaines personnes qui vont se limiter à aller chercher les services dont ils ont besoin parce que c'est pas très concret comment est-ce qu'on va répondre à ce besoin-là. Puis je trouve que l'ergothérapie, l'avantage qu'on a, c'est qu'on va très vite, très concret avec quelqu'un. Donc, si la personne savait que la journée où je lui parle, je vais déjà lui parler de comment elle organise son quotidien, elle peut avoir une certaine perception de la santé mentale, c'est le psychiatre qui va me prescrire quelque chose, puis là, je veux pas de médication, donc je me mets déjà une barrière. Ou c'est le psychologue qui va me demander de raconter ma vie. On fait des caricatures, évidemment. Donc, moi, je pense que ne serait-ce que la recherche de services, c'est déjà une limite à ce que nous, on soit capable d'offrir les services parce qu'on ne sait même pas qui a besoin des services en ce moment. Parce que nous, on ne les connaît pas. Eux, ils ne nous connaissent pas non plus nécessairement. Puis,
parce qu'on est dans un contexte où l'accès aux soins est difficile, que ce soit en privé que dans le système de santé publique pour diverses raisons financières, structurelles. Mais on devient très sélectif dans la quantité de personnes qu'on peut voir, la quantité de temps qu'on peut passer avec les gens. En santé mentale, c'est plus difficile de me dire que 15 minutes maximum, puis je passe à l'autre personne parce que les gens, ils viennent avec toutes sortes de couleurs, toutes sortes de difficultés qui peuvent nécessiter que j'ai de la flexibilité. Mais ça fait aussi qu'on a des limites dans la capacité à donner les soins parce que justement, c'est invisible. Ça me prend de m'asseoir avec la personne, d'en parler, de faire une évaluation avant de me mettre à projeter combien de temps ça va prendre puis quelles ressources ça va prendre pour l'aider. Les autres défis qu'on rencontre avec cet aspect invisible, c'est que ça peut générer nécessairement de la stigmatisation. Donc, au sein des fois de l'unité, l'environnement social de la personne, l'entourage de la personne ne va pas toujours comprendre la détresse que la personne vit, les impacts sur le fonctionnement, le lien justement entre la détresse puis les impacts sur leur fonctionnement quotidien. Des exemples concrets, tu sais, c'est pas rare qu'on va avoir des fois des membres de la famille qui vont nous dire, ben je comprends pas comment ça se fait que cette personne n'est pas capable de faire ci ou de faire ça parce que c'est pas assez concret pour eux, c'est invisible. Fait que c'est sûr que ça peut générer des tensions, des difficultés, puis la personne peut s'auto-stigmatiser des fois à cause de ça. On le voit dans les milieux professionnels aussi. Il peut y avoir du stigma. La personne, quand on fait des retours au travail avec des personnes qui sont en arrêt de travail pour une raison de la santé mentale, c'est pas rare qu'on va avoir des personnes qui vont nous dire, ben je sais pas si je devrais le dire à mon employeur, comment ça va être reçu, comment est-ce que mes collègues vont me percevoir quand je vais revenir après une absence qui parfois peut être longue. Donc, c'est des fois des obstacles ou des éléments qui découlent du fait que ce soit invisible. Oui. Je voudrais peut-être rajouter à ça, en lien avec le stigma, surtout quand il est internalisé, c'est aussi, ça nous demande de devoir défendre beaucoup plus nos interventions, je trouve. Quand quelqu'un vient avec un bras cassé puis que je manipule son bras, c'est très concret que je travaille sur le problème. Mais quand quelqu'un vient me voir puis que je lui propose un jeu pour établir mon alliance thérapeutique, ben, je suis pas en train de résoudre le conflit qu'elle a avec son patron. Donc, des fois, je trouve que ça nous demande beaucoup plus de vigilance dans notre manière d'expliciter pourquoi telle intervention elle est pertinente, où est-ce que ça va emmener telle intervention. Puis quand le lien thérapeutique qui est pas assez bien établi, ben moi, je trouve que ça peut faire se désengager la personne beaucoup plus vite que si on travaillait sur un membre concret qui est cassé ou une difficulté qu'on peut plus se concrétiser. Okay, fait que les gens ne sont pas toujours sûrs de qu'est-ce que vous faites. Hein, pourquoi on fait ça? Je comprends pas le but. Ah, ça, c'est pas rare. Oui. C'est les premières phrases qu'on va avoir au début d'un suivi. Là. Donc, majoritairement ou c'est... Non, parce que je pense que dans les dernières années, il y a quand même une plus grande connaissance de nos services. Puis, beaucoup de collaborateurs aussi vendent un peu beaucoup notre plus-value dans les suivis. Là, il y a beaucoup de médecins maintenant qui connaissent l'ergothérapie, qui réfèrent d'autres professionnels de la santé nécessairement. Fait que c'est pas tous les clients qui arrivent avec une non-connaissance de ce qu'on fait. Mais c'est pas rare, là. Plusieurs fois là, par semaine, je me fais dire, mais je viens ici, je sais pas trop pourquoi, mais on m'a dit de venir voir l'ergothérapeute. Oui, je trouve que le contexte influence beaucoup cette perception. Quand la personne, elle recherche les services, on lui a déjà parlé d'un ergothérapeute, elle vient spécifiquement voir un ergothérapeute pour X raisons, parce qu'elle sait qu'elle veut aborder ses habitudes de vie, bien, on en a moins de ces questions. Mais quand on fait partie d'une équipe interdisciplinaire, puis que c'est un autre professionnel qui a référé, puis le professionnel sait très bien ce qu'on va faire, mais il dit, j'ai juste vous référer à l'ergo, puis il n'y a pas nécessairement eu d'explications plus investies. Là, on va les avoir un peu plus, ces questions-là. Donc, des fois, le contexte va déterminer aussi si la personne a plus de questions, plus de réticences, si on a besoin de plus d'expliciter ce qu'on fait, pourquoi on fait, où est-ce que ça mène, ou quels sont les objectifs qu'on va atteindre. Donc, c'est ça, ça varie. Puis comme tu as dit, Winnie, on travaille souvent dans des équipes interdisciplinaires là, en santé mentale, bien n'importe où, en ergo en fait. Comment est-ce que vous diriez que le rôle est si différent en ergo
Parce que des fois, on se trompe avec les psychiatres, les travailleurs sociaux, les psychologues. Comment est-ce que vous pourriez séparer notre rôle des autres au travers de la santé? Je vais peut-être y aller, prendre la question par un autre bout. Moi, je trouve que en santé mentale, on a à miser sur notre complémentarité avec les autres professionnels au bénéfice des patients. Parce que quand on tente de tout mettre dans une case, le patient, il risque de s'y perdre. Encore, je mets une nuance, ça va dépendre de notre contexte de pratique. Moi, j'ai eu l'opportunité de travailler en interdisciplinarité, puis j'ai trouvé que c'était beaucoup plus à mon avantage, puis les patients pouvaient relever cet avantage-là. Un exemple, j'ai animé des groupes de thérapie dialectique comportementale, donc un peu de TCC, thérapie comportementale cognitive, mais spécifique à la clientèle avec des troubles de personnalité. Pourrais-tu peut-être juste rapidement dire c'est quoi pour les gens qui ne savent pas c'est quoi ce genre de thérapie? Ou même un exemple concret. Ouais, peut-être. Mais dans le fond, l'idée, c'est qu'on travaille à prendre conscience des pensées, prendre conscience des émotions, puis comprendre l'impact sur les comportements qu'on choisit pour choisir des comportements plus fonctionnels, plus adéquats aux objectifs qu'on veut atteindre. Donc, un exemple, dans la thérapie dialectique, qui est une sous-composante de la thérapie cognitive comportementale, moi, j'enseignais comment est-ce que je fais pour gérer mon émotion. Quand je fais une attaque de panique, ben, ça me prend d'aller chercher mon bol d'eau. Je sais que je vais avoir très chaud, je vais avoir de la difficulté à respirer. Puis un bol d'eau froide, je sais que si je me mets la tête dedans puis j'arrête ma respiration, ça va déclencher une réaction physiologique qui va faire que automatiquement mon corps va se calmer. Donc, mon esprit va se calmer. Donc, ça, c'est une des stratégies qu'on enseigne pour concrétiser. Mais on parle de gestion des émotions, on parle des fois, on enseigne des habiletés d'interaction interpersonnelle aussi, de communication, de négociation. Donc, ça peut être très large. Donc, j'espère que ça a clarifié. Oui, c'est ça. Mais disons que je co-animais des groupes avec la psychologue. Moi, je trouvais que c'était fascinant la capacité qu'elle avait de faire des liens entre ce que un participant avait dit il y a 3 séances sur sa relation avec son père, puis la réaction qu'elle vient d'avoir au travail avec son patron. Moi, je suis bouche bée. Puis moi, j'avais aussi cette capacité de venir puis dire, OK, ben là, vous me dites toute la semaine, vous n'avez pas bien été, ça file pas, mais en même temps, vous me dites que vous avez moins bien dormi, vous n'avez pas mangé, puis vous êtes en conflit avec votre père. Donc, d'aller tout de suite dans ce qu'on fait qui a un impact sur la manière dont on se sent. Puis des fois, la psychologue me dit... Ah, mais c'est vrai, le sommeil, j'aurais jamais pensé. C'est vrai que vous nous dites, ça fait 3 semaines que vous dormez pas. Puis, donc, moi, je trouve qu'il y avait une complémentarité qu'on pouvait aller chercher. Moi, je gardais l'œil sur ce que la personne elle faisait au quotidien, puis qui pouvait être mis en lien avec ce qu'elle nous rapportait comme difficulté. Puis la psychologue, elle gardait le lien sur tout ce qu'elle comprenait du développement psychique de la personne, puis de sa manière d'entrer en relation pour l'aider à comprendre ses difficultés au quotidien. Puis, ensemble, on pouvait avoir des objectifs pour travailler la même chose pour atteindre les mêmes objectifs avec cette personne. Donc, il y a des zones grises. Je pense que ça prend à l'ergothérapeute de savoir exactement ce qu'on fait, pourquoi on le fait, de savoir que moi, je ne perds pas de vue les occupations, je ne perds pas de vue les habitudes de vie. Puis quand je tente d'expliquer les émotions que vit la personne, ses pensées, ses modes relationnels, je le mets en lien aussi avec ce qu'elle fait pour l'aider à voir comment elle navigue à travers tout ça. Mais ça nous aide à ne pas nous perdre dans les zones grises avec les autres professionnels. Mais chacun a sa place, puis je trouve qu'on est plus fort quand on travaille ensemble. Souvent, ce que je dis, ce que j'explique aux étudiants, à nos clients, c'est que ce qui nous distingue beaucoup des autres professions au sein d'une équipe interdisciplinaire, c'est vraiment notre capacité à analyser les activités en détail. On fait vraiment un travail de qu'est-ce que ça implique, cette activité-là, dans la vie de la personne. Qu'est-ce que ça mobilise comme capacité? Qu'est-ce qu'elle a besoin comme capacité pour accomplir cette activité-là? Ou plutôt, c'est quoi les difficultés en place qui font en sorte qu'elle n'est pas capable de faire cette activité-là? Et c'est vrai pour toutes les activités du quotidien, en santé mentale, mais aussi dans nos autres domaines de pratique. Fait que c'est sûr qu'en santé mentale, ça nous permet d'avoir cette distinction-là avec les autres professionnels parce que nos interventions, même si, comme Winnie a dit, il y a des zones grises, on va parler des émotions, des pensées, mais c'est toujours en relation avec les activités de la vie de la personne. Mm-hmm.
OK. Puis, tu sais, là, on a beaucoup parlé, tu sais, tout ce que ça demandait, par exemple, pour un patient, puis analyser les activités et tout. Donc, qu'est-ce que c'est concrètement votre quotidien avec une journée, par exemple? Est-ce que vous faites, vous voyez 2-3 patients, mais vous passez plein de temps avec eux, ou c'est beaucoup de patients? Bien, c'est sûr que là, il y a plein de milieux, mais on va dire votre milieu actuel. À quoi ça ressemble? OK. Milieu actuel, je dirais que quand je commence ma journée, je fais un petit peu d'administratif pour commencer, pour prendre le pouls de différentes choses qui pourraient entrer des informations. Après ça, je fais des interventions. Les interventions sont en moyenne 1 heure avec les clients. Avec des évaluations, ça va être un petit peu plus long nécessairement parce qu'on apprend à connaître la personne. Puis c'est dur, déjà en une séance, c'est dur de tout connaître, tout comprendre, mais on fait une séance un petit peu plus longue à ce moment-là. Souvent, j'ai des plus grosses journées que d'autres, là, mais ça, c'est vraiment plus spécifique à ma pratique. Mais sinon, en moyenne, je vais voir 6 à 7 clients par jour. C'est pas la norme, mais c'est des interventions d'1 heure en général, là. Quand j'étais dans mon milieu de pratique antérieur en suivi intensif, je voyais environ 5 à 6 clients par jour. C'était des interventions un petit peu plus courtes. La réalité aussi était qu'il y avait des déplacements à faire. On était en ville, donc il fallait aussi du temps de déplacement là, entre les différents clients. Ça ressemblait à ça une journée. Puis, il y avait des rencontres interdisciplinaires aussi 1 fois par semaine à ce moment-là où on se rencontrait en équipe, on discutait un peu là, des différents suivis qu'on avait en commun. Moi, je suis encore en train de trouver ce que je fais dans le cadre de ma nouvelle pratique. Fait que je vais parler de ce que je faisais à l'hôpital en santé mentale Albert Prévost parce que je suis encore très nostalgique. Donc, on avait un volet d'hôpital de jour où j'intervenais 2 fois par semaine. Puis, toutes mes interventions se faisaient en cothérapie. Donc, soit j'étais en diade avec un psychiatre ou avec un autre ergothérapeute ou avec une psychologue, infirmière, travail social, bref. Donc, à l'hôpital de jour, je travaillais principalement avec l'autre ergothérapeute, puis on co-animait des groupes où on parlait de toutes sortes d'enjeux. À la fois, certains portaient sur gérer son anxiété, la reconnaître quelles activités nous aident à la réduire, quelles activités vont faire que l'anxiété, elle monte, puis qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça. Que des groupes plus axés sur comment est-ce que je fais pour préparer ma première rencontre de retour au travail, qu'est-ce que je demande comme accommodement, comment est-ce que je fais une négociation avec mon employeur, qu'est-ce que je lui dis, qu'est-ce que je garde pour moi. Donc, on co-animait des groupes où, à l'hôpital de jour, où l'objectif principal, c'est que les gens ils reprennent le travail de manière imminente dans les 2-3 prochaines semaines. En clinique externe, avec la clientèle des troubles de personnalité, typiquement, on a aussi des groupes de thérapie, comme j'expliquais tantôt, des groupes de thérapie dialectique et comportementale que je co-animais. Il y a aussi d'autres groupes, des groupes médiatisés, où on va utiliser, mettons, une image pour que les gens nous parlent de ce qu'ils vivent, puis d'avoir une discussion autour de ça. Donc, des groupes d'1 heure à 1 heure et demie. Puis, on va avoir des rencontres individuelles avec la personne où on va faire le point 1 fois par mois sur comment avance sa thérapie. Est-ce qu'elle lui est utile? Est-ce qu'elle atteint ses objectifs individuels à travailler? Puis ça peut être des objectifs aussi simples qu'aller au gym 2 fois par semaine parce qu'on a identifié que c'est ce qui va venir rétablir l'équilibre de vie pour cette personne. Donc, la co-animation de groupe, la co-rencontre on appelait ça des rencontres médicales parce que c'est le médecin qui va diriger principalement, puis nous, on va faire le lien avec ce qui se passe en groupe puis les objectifs de la personne. On fait de la rédaction, on fait de l'administratif. Oui. Qui n'en fait pas? C'est ça. Puis, dans les bonnes journées, on a aussi des évaluations qui vont prendre un peu plus de temps de rencontres en individuel. C'est la seule fois où je voyais les patients en 1 à 1, où je fais une évaluation initiale, puis on va faire des rapports. On a des rencontres interdisciplinaires aussi. Donc, ça ressemble pas mal à ça. Cela conclut cette première partie. On se retrouve au prochain épisode pour continuer la discussion sur l'ergothérapie en santé mentale.